Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Les chars russes ont franchi la frontière. Les missiles ont frappé Kiev. Le monde a regardé avec horreur. Mais au-delà de la tragédie humaine immédiate, au-delà des milliers de morts et des millions de déplacés, cette guerre a déclenché un cataclysme économique qui est en train de détruire l'économie européenne. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la rhétorique. C'est une analyse froide de la façon dont les décisions stratégiques catastrophiques de Poutine, combinées aux vulnérabilités structurelles de l'Europe, ont créé une tempête parfaite qui transforme le continent le plus prospère du monde en un géant économique chancelant. La guerre de Poutine n'a pas seulement tué des Ukrainiens, elle est en train de tuer l'économie européenne. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux décennies de dépendance énergétique que l'Europe a construite avec la Russie. Après la réunification allemande et la chute de l'Union soviétique, l'Europe occidentale, et particulièrement l'Allemagne, a développé une stratégie énergétique basée sur le gaz naturel russe bon marché. L'idée était séduisante. La Russie avait d'immenses réserves de gaz. L'Europe avait besoin d'énergie. Le commerce créerait une interdépendance mutuelle qui garantirait la paix. Si la Russie vendait du gaz à l'Europe et que l'Europe payait des milliards pour ce gaz, aucun des deux n'aurait intérêt à un conflit. C'était la théorie du Wandel durch Handel, le changement par le commerce. Cette théorie était naïve au point d'être criminellement stupide. Elle ignorait complètement la réalité que pour Poutine, la géopolitique prime sur l'économie. Elle ignorait que la Russie voyait l'énergie non pas comme une simple marchandise, mais comme une arme stratégique. Elle ignorait l'histoire, qui montre que les dictateurs sont parfaitement prêts à infliger des souffrances économiques à leur propre population pour atteindre des objectifs politiques. Mais l'Europe, et surtout l'Allemagne, a persisté dans cette illusion pendant des décennies. Les gazoducs Nord Stream ont été construits spécifiquement pour livrer du gaz russe directement à l'Allemagne, en contournant l'Ukraine et la Pologne. Nord Stream 1 est devenu opérationnel en 2011. Nord Stream 2 a été achevé en 2021. Au moment de l'invasion, l'Allemagne importait plus de 55% de son gaz de Russie. L'Union européenne dans son ensemble importait environ 40% de son gaz de Russie. Cette dépendance était un piège stratégique géant et Poutine l'a refermé le 24 février 2022. Immédiatement après l'invasion, l'Europe a été confrontée à un choix impossible. Continuer à acheter du gaz russe signifiait financer la machine de guerre de Poutine. Des milliards d'euros coulaient chaque mois de l'Europe vers Moscou, argent qui finançait directement les missiles qui tombaient sur les villes ukrainiennes. Mais arrêter d'acheter du gaz russe signifiait plonger l'économie européenne dans une crise énergétique existentielle. L'industrie européenne fonctionnait au gaz russe. Le chauffage des foyers européens dépendait du gaz russe. Les centrales électriques brûlaient du gaz russe. L'Europe a essayé de naviguer entre ces deux impossibilités. Des sanctions massives ont été imposées à la Russie, mais le secteur énergétique a été largement épargné au début. L'Europe continuait d'acheter du gaz russe tout en condamnant l'invasion. Cette position hypocrite a duré plusieurs mois. Puis en septembre 2022, les gazoducs Nord Stream ont été sabotés. 4 explosions sous-marines ont détruit des sections des pipelines. À ce jour, les responsables n'ont pas été officiellement identifiés, bien que les spéculations abondent. Peu importe qui a fait sauter les pipelines. Le résultat était que la principale route d'approvisionnement en gaz russe vers l'Allemagne était définitivement coupée. L'Europe s'est retrouvée dans une crise énergétique aiguë à l'approche de l'hiver 2022. Les prix du gaz naturel ont explosé. Le prix spot du gaz en Europe a atteint des niveaux 10 fois supérieurs à la normale. Les gouvernements européens ont paniqué. Ils ont dépensé des centaines de milliards d'euros en subventions pour empêcher les ménages et les entreprises de s'effondrer sous le poids des factures énergétiques. L'Allemagne, à elle seule, a dépensé plus de 200 milliards d'euros en soutien énergétique. Ces dépenses massives ont creusé les déficits budgétaires et augmenté la dette publique précisément au moment où les taux d'intérêt commençaient à monter. L'Europe s'est précipitée pour trouver des sources alternatives de gaz. Le gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar et d'ailleurs est devenu la solution de remplacement. Mais le GNL coûte beaucoup plus cher que le gaz par pipeline.
Il nécessite des infrastructures de regazéification que l'Europe ne possédait pas en quantité suffisante. Des terminaux GNL ont été construits en urgence. Des contrats à long terme ont été signés avec des fournisseurs américains et qataris à des prix exorbitants. L'Europe a réussi à éviter une catastrophe humanitaire pendant l'hiver 2022, mais à un coût économique colossal. Le prix permanent de l'énergie en Europe est maintenant structurellement plus élevé qu'avant la guerre. Même après que les prix spot du gaz sont redescendus de leur sommet de 2022, ils restent 2 à 3 fois supérieurs au niveau pré-guerre. Pour les industries à forte intensité énergétique, cette différence de coût est mortelle. Les usines chimiques, qui nécessitent d'énormes quantités de gaz pour leur processus, ne peuvent plus fonctionner de manière rentable en Europe. Les producteurs d'acier, d'aluminium, de verre, de ciment, d'engrais, tous confrontés aux mêmes calculs brutaux. Produire en Europe avec des coûts énergétiques 2 ou 3 fois supérieurs à ceux des États-Unis ou de la Chine n'est tout simplement pas viable. La désindustrialisation de l'Europe s'est accélérée dramatiquement depuis le début de la guerre. BASF, le géant chimique allemand et le plus grand consommateur industriel d'énergie d'Europe, a annoncé la réduction permanente de ses opérations en Europe et le déplacement de capacités vers les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas une réaction de panique. C'est une décision stratégique à long terme, basée sur la réalité que l'Europe ne peut plus offrir une énergie compétitive. ArcelorMittal a fermé des hauts fourneaux en Europe. Yara, le producteur norvégien d'engrais, a réduit drastiquement sa production européenne. La liste s'allonge chaque mois. Chaque usine qui ferme ou délocalise emporte avec elle des milliers d'emplois directs et indirects. Les fournisseurs qui dépendaient de ces usines ferment à leur tour. Les communautés entières construites autour de ces industries se vident. C'est une spirale de déclin industriel que nous n'avions pas vue en Europe depuis les années 80. Mais cette fois, c'est pire, parce que c'est structurel, pas cyclique. Ces usines ne rouvriront pas quand l'économie se redressera parce que la structure des coûts énergétiques a changé de façon permanente. L'inflation a été l'autre conséquence économique majeure de la guerre. Les prix de l'énergie ont directement alimenté l'inflation. Le gaz et l'électricité plus chers ont augmenté les coûts de production pour tout. Les coûts de transport ont explosé à mesure que les prix du carburant montaient. Les prix alimentaires ont grimpé car l'agriculture moderne dépend massivement des engrais à base de gaz naturel et du carburant pour les machines. L'Ukraine et la Russie étant tous deux de grands exportateurs de céréales, la guerre a également perturbé l'approvisionnement alimentaire mondial. L'inflation en Europe a atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis les années 80. Plus de 10% dans certains pays. Les banques centrales ont été forcées de relever drastiquement les taux d'intérêt pour combattre cette inflation. Mais des taux d'intérêt plus élevés signifient des coûts d'emprunt plus élevés pour les gouvernements, les entreprises et les ménages. Les gouvernements européens, déjà lourdement endettés après les dépenses Covid et maintenant les subventions énergétiques, voient leur coût de service de la dette exploser. Les entreprises ne peuvent plus emprunter à des taux quasi nuls pour financer leurs opérations. Les ménages voient leurs mensualités hypothécaires augmenter alors que leur salaire réel diminue à cause de l'inflation. L'Europe est tombée dans la stagflation, cette combinaison toxique de croissance stagnante et d'inflation élevée. La zone euro dans son ensemble a à peine évité la récession en 2022 et 2023. Et l'Allemagne, le moteur économique du continent, est techniquement entrée en récession. La croissance pour 2024 est pathétique. Pendant ce temps, l'inflation reste obstinément au-dessus des objectifs des banques centrales malgré les hausses de taux. C'est exactement le scénario cauchemardesque que les économistes craignent, parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Si vous stimulez l'économie pour combattre la stagnation, vous aggravez l'inflation. Si vous maintenez la politique monétaire stricte pour combattre l'inflation, vous aggravez la stagnation. Les conséquences sociales commencent à être sévères. Le niveau de vie baisse pour la première fois en des décennies. Les salaires réels diminuent. Le pouvoir d'achat s'érode. Les ménages européens réduisent leur consommation. L'épargne fond à mesure que les gens puisent dans leurs réserves pour maintenir leur niveau de vie. La pauvreté énergétique, l'incapacité de payer pour le chauffage et l'électricité affecte maintenant des millions de ménages européens. Des personnes âgées meurent de froid
parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de chauffer leur logement. C'est inacceptable dans ce qui est censé être l'une des régions les plus riches du monde. Les tensions sociales et politiques s'intensifient. Les partis anti-establishment, souvent pro-russes ou au minimum opposés aux sanctions contre la Russie, gagnent du terrain dans toute l'Europe. En Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne atteint des niveaux de soutien records. En France, le Rassemblement national continue sa progression. En Italie, un gouvernement de droite dure est au pouvoir. En Hongrie et en Slovaquie, des dirigeants ouvertement pro-russes bloquent le soutien de l'UE à l'Ukraine. La cohésion européenne, déjà fragile, se fissure sous la pression économique. La guerre a également révélé la dépendance européenne dans d'autres domaines critiques. Les semi-conducteurs, les batteries, les terres rares, les panneaux solaires, les éoliennes, presque toute la chaîne d'approvisionnement des technologies critiques passe par la Chine. L'Europe a découvert qu'elle n'a aucune souveraineté stratégique réelle. Elle dépend de la Russie pour l'énergie, des États-Unis pour la sécurité militaire, de la Chine pour la technologie et les produits manufacturés. Cette triple dépendance signifie que l'Europe n'a aucune autonomie réelle. Elle est un vassal économique coincé entre trois grands empires. Poutine a-t-il délibérément cherché à détruire l'économie européenne? Probablement pas comme objectif principal. Son objectif était de conquérir l'Ukraine et de restaurer la sphère d'influence russe. Mais il savait certainement que l'Europe dépendait du gaz russe et que couper ou réduire cet approvisionnement causerait des dommages économiques massifs. Il a probablement parié que l'Europe choisirait son confort économique plutôt que les principes moraux, qu'elle continuerait d'acheter du gaz russe plutôt que de défendre l'Ukraine. Il s'est trompé sur ce point. L'Europe a finalement choisi de soutenir l'Ukraine malgré le coût économique. Mais ce choix moral a un prix économique catastrophique que l'Europe paiera pendant des décennies. Pouvait-on éviter ce désastre? Avec le recul, absolument. Si l'Europe avait maintenu et développé son énergie nucléaire, au lieu de la démanteler sous la pression écologiste, si elle avait diversifié ses sources d'énergie, au lieu de tout miser sur le gaz russe, si elle avait construit des terminaux GNL et des capacités de stockage de gaz avant la crise, si elle avait pris au sérieux les avertissements des pays d'Europe de l'Est sur les ambitions impériales de Poutine. Si. Mais l'Europe ne l'a pas fait. Elle a choisi la naïveté, le court-termisme, l'idéalisme mal placé. Et maintenant, elle paie le prix. La guerre de Poutine a tué l'économie européenne, non pas d'un seul coup, mais par 1000 coupures. La crise énergétique, la désindustrialisation, l'inflation, la stagflation, les déficits budgétaires explosifs, la dette croissante, les tensions sociales, la division politique. Chacun de ces problèmes serait gérable individuellement. Combinés, ils créent une situation potentiellement existentielle pour le modèle économique et social européen. L'Europe du XXIe siècle pourrait bien être beaucoup plus pauvre, plus faible, plus divisée que l'Europe du XXe siècle ne l'était à son apogée. Et tout cela parce qu'un dictateur paranoïaque à Moscou a décidé que restaurer l'Empire russe valait plus que la prospérité économique de tout un continent.